Là, gang, je vais en profiter, ok, avant de commencer. Je vais faire un mini teasing. J'avais mentionné hier, j'avais un appel pour un possible partenariat. L'appel a été extrêmement positif. Je peux pas dire c'est où, c'est qui, c'est quoi que ça implique exactement. Mais je vais avoir une confirmation la semaine prochaine si c'est un go. Mais selon ce qu'on m'a mentionné dans l'appel, pas mal sûr que ça va être un go. Et puis, ça va être un très huge step pour le podcast en tant que tel. Fait que je suis vraiment excité aujourd'hui. Ça a été une excellente nouvelle. Ça m'a mis de très bonne humeur. Et puis, sans plus tarder, ce que j'aimerais faire, c'est la chose suivante. On va tout de suite accueillir mon invité. Je vais enlever la musique, hein, parce que c'est pas très agréable dans une entrevue. Donc, ça part. Salut. Allô? Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien, ça va super bien. Un gros merci encore, je te l'ai dit juste avant, mais un gros merci de ta participation au projet. C'est extrêmement apprécié de prendre le temps de venir nous expliquer puis nous parler un peu justement des métiers, dont celui qu'on va couvrir cette semaine d'éducateur en petite enfance. Ça va être très intéressant. Je sens qu'il va y avoir il pourra y avoir beaucoup de questions. Puis je rappelle à tout le monde qui sont en direct avec nous en ce moment de ne pas hésiter de poser des questions dans le chat. Et je vais les prendre, ou Silhouette, dans ce cas-ci, peut les prendre aussi au vol. On va les répéter, puis on peut répondre. Aux questions pertinentes, évidemment. Ce que tu as mangé pour déjeuner, on veut le savoir, mais peut-être pas dans le podcast de Parlons Métier. C'est bon, hein? Ouais. Donc, écoute, je te laisse te présenter un peu si tu veux. Je sais que dans ton cas aussi, tu fais du contenu. Fait que n'hésite pas, si tu as des choses que tu veux plugger, tu y vas. Mais tu peux présenter un peu justement ton background peut-être par rapport à la profession pour nous donner une idée là, de t'es qui finalement. Parfait. Ben, moi, évidemment, c'est Silhouette. Euh, Ça fait déjà 2 ans que je suis diffuseur de contenu. J'ai commencé avec la chaîne Abri du Gamer comme intervenant psychosocial sur la chaîne. Ouais. Et depuis là, 1 an, je fais de la diffusion sur ma propre chaîne. Mais d'abord et avant tout, je suis un éducateur à la petite enfance, donc ça fait déjà 10 ans, bientôt 11. On Mhm. dirait que je me sens plus vieux quand je dis ça comme ça. Ouais, faut pas Donc, compter les années, je pense. je pense que c'est ça. J'ai un parcours atypique, je dirais, parce que moi, je n'ai pas suivi là, le programme là, classique, donc la technique en éducation spécialisée. J'ai fait un baccalauréat en psychoéducation à l'UQTR. Puis suite à mon bac, en fait, j'ai eu une expérience, un été de temps dans un projet étudiant du gouvernement. Puis il fallait que j'aille m'occuper là, des enfants euh, à besoins particuliers là, dans un CPE. Donc, je m'occupais d'eux pendant que les enfants, par exemple, c'était le moment de la sieste, mais les enfants un petit peu plus turbulents, je les sortais dehors, on allait jouer, je passais du temps avec eux. Donc, ça permettait là, de décharger là, peut-être certaines éducatrices. OK. Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la profession, en fait. C'était pour moi une petite expérience d'été qui finalement est devenue là, l'histoire de ma vie. Ouais, Suite à c'est ça, un bel addon. tout à fait. Puis suite à ça, à travers mon bac, je suis allé chercher des cours en technique d'éducation à l'enfance pour avoir un statut d'éducateur formé qualifié parce qu'il y a tout un processus pour avoir le statut d'éducateur qualifié à la petite enfance, donc d'être formé. Puis avec le bac, je ne pouvais pas dire que j'étais un éducateur là, à la petite enfance qualifié. OK. Donc, il fallait vraiment que j'aille chercher un cours en santé et sécurité de l'enfant, puis un cours au niveau du programme éducatif auprès de la Est-ce que petite c'est des enfance. cours universitaires, ça, ou C'est des cours au cégep. au cégep? OK. Oui, exact. Puis, suite à ça, ben, lorsque j'ai terminé mes études, j'étais un éducateur là, qualifié à la petite enfance. Mais j'ai commencé d'abord comme éducateur spécialisé dans une garderie privée subventionnée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop le principe, c'est Ouais. qu'il y a ce qu'on appelle les CPE. Donc, les CPE, c'est organisé par un CA et c'est des subventions là, du gouvernement. Donc, c'est public.
Donc, c'est ce qu'on va retrouver. Mais il y a également les garderies qui sont privées, mais subventionnées. Donc, c'est géré là, par souvent un propriétaire, mais il y a des subventions là, qui viennent du gouvernement. Donc, ça prend là, certains critères pour être subventionné. Et il y a d'autres garderies qui sont privées, mais sans être subventionnées. C'est pour ça, des fois, qu'on trouve, hein, il y a des garderies à 10 mais il y a des garderies qui sont à 70 par jour. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est une des raisons, là, parce qu'il y a euh, des garderies qui sont privées, qui ne sont pas subventionnées, alors qu'il y en a d'autres qui sont subventionnées. Hmm. Donc, puis moi, à travers mon expérience d'éducateur spécialisé en garderie, je me suis rendu compte que j'aimais ça, prendre en charge des enfants. Donc, j'ai fini par avoir mon propre groupe de 4 à 5 ans. Donc, j'ai eu là, pendant un an et demi, jusqu'à ce qu'on me propose de devenir coordonnateur dans une nouvelle garderie avec un nouveau concept. Donc, on est venu me chercher. On m'a dit, est-ce que ça te tente de venir travailler comme coordonnateur? Puis, évidemment, j'ai accepté. Et là, depuis maintenant un an, j'enseigne en technique d'éducation à l'enfance au cégep de Shawinigan. Donc, OK. ça fait un peu mon parcours, là. OK, quand même très, très, très intéressant. Puis, ben, je vois, on va y aller tout de suite avec la question de Mirelette qui demande c'est quoi le concept de ta garderie? Parce que j'ai eu un peu, en fait, tu sais, puis même je pousserai la question un peu plus loin, j'ai eu la réflexion, parce que tu parlais de concept d'arriver à une nouvelle. Dans le fond, tu sais, d'une garderie à l'autre, j'imagine que ça doit tellement pouvoir être différent ou des concepts différents ou que ce soit. Dans les outils utilisés, thématiques, activités, ça doit varier beaucoup. Mhm, parce qu'il y a différents modèles, hein, puis différentes approches dans les services de garde. Par exemple, on pense à des garderies qui vont être de type Montessori, iScope. Donc, il y en a qui vont être avec l'enfant nature, donc qui vont être davantage à l'extérieur. Donc, selon les milieux, hein, chaque milieu a sa couleur. Mhm. Donc, parfois, là, ça peut prendre, on peut avoir, là, ça peut nous demander une certaine adaptation là, au début. Mais les principes et les tâches restent souvent les mêmes, hein. C'est la couleur du milieu qui peut changer. OK, OK. Puis quand tu dis justement, bon, tu t'es fait approcher en tant que coordonnateur, c'était quoi? euh, Est-ce que c'est un parcours typique de quelqu'un qui est justement éducateur à la base, ça arrive souvent qu'il peut devenir coordonnateur? Y a une différence entre les deux en termes de tâches? C'est quoi le... Dans le fond, le coordonnateur, je dirais que c'est, dans mon cas, c'est un mixte entre être directeur là, adjoint et d'être conseiller pédagogique dans un service de garde éducatif. Je dirais que ça arrive fréquemment là, que ce sont des éducatrices en petite enfance ou des éducateurs en petite enfance, que ça fait plusieurs années qu'ils sont dans le domaine, qui s'impliquent, qui se ramassent là, dans des postes de conseillère pédagogique. OK, très cool. Puis, ben là, je reviens un peu, je recule justement. Euh, Quand tu as commencé, tu as fait ça, bon, tout est arrivé de ton parcours à toi. Quand tu cherches un endroit pour travailler, j'imagine qu'il ne manque pas d'emploi non plus dans ce domaine-là, ou est-ce que c'est... Tu sais, je sais pas, dans le fond, je te pose la question, je l'assume, mais est-ce que c'est assez contingenté, pas pantoute, il y a de la job en masse? Il y a de la job en masse, Ouais. Mordred. J'ai le goût de te dire là, qu'en ce moment, il y a une grande pénurie de main-d'œuvre. Puis même qu'il y a parfois des personnes qui n'ont pas nécessairement de qualification en petite enfance, qui vont avoir un rôle de personnel éducateur là, en petite enfance. Puis c'est ce qui peut amener aussi des fois, on dirait un déséquilibre entre des personnes qui vont avoir une formation, qui vont être capables là, de suivre toutes les compétences là, du programme. Alors, à la différence de nouvelles personnes qui vont arriver, qui n'ont pas nécessairement les compétences, hein, qui vont essayer de courir à Mhm. savoir comment est-ce qu'on se débrouille. Donc, ça prend une formation, hein, mais elle est accessible. En fait, elle est de plus en plus accessible. Donc, le gouvernement là, a pris des mesures pour justement permettre là, que ça soit plus facile d'aller chercher un statut de qualification, hein. Est-ce que tu sais un peu, là, je te pose une question, là. Euh, Est-ce que tu sais c'est quoi les différences, mettons, qui ont été apportées pour que ce soit plus accessible en tant que tel?
Par exemple, en ce moment, il y a ce qu'on appelle le programme COUD. C'est des étudiantes qui viennent d'arriver ou que ça fait déjà quelques années qu'ils sont dans le milieu. Puis, c'est un programme qui est subventionné par le gouvernement. Donc, les éducateurs et éducatrices vont avoir ce qu'on appelle 2 journées en milieu, ce qui sont payés par le gouvernement pour être dans leur milieu, mais elles ont également des subventions, donc elles sont payées pour étudier pendant là, un certain nombre de journées par semaine. OK. Donc, la formation, là, elle peut être payée. Quand même très intéressant, ça, là. Exact. Donc, c'est évidemment, on ose imaginer que c'est temporaire, hein, Mhm. on se le cachera pas, Non, non, c'est mais sûr que le c'est. but, c'est d'attirer là, des personnes dans le domaine parce que ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui quittent la profession que de finissantes en éducation à la petite enfance. Puis d'un autre côté, on a le gouvernement qui pousse pour faire des nouvelles places. Hein. Ça, on se le cachera pas, on l'a vu dans les médias. Donc, on cherche à avoir plein de nouvelles places. Il y a plein de milieux qui veulent s'agrandir, mais d'un autre côté, il manque de personnel. Mhm. Il y a un gros manque. Ouais, ben écoute, tu sais, parlant de ça, justement, parce qu'au début, tu mentionnais, bon, là, il y a différents types au niveau des garderies, right? Tu sais, t'en as des privés subventionnés. Est-ce que tu peux me décortiquer un peu les différences, autant que ce soit, oui, j'imagine que privé pas subventionné, c'est que tu payes vraiment plus cher de ta poche et tout, mais me décrire le milieu de travail en tant que tel, ce serait quoi la différence pour quelqu'un qui veut devenir éducateur en tant que tel? T'sais, y a-tu des avantages, inconvénients entre les types de milieux? Je dirais que les centres de petite enfance, là, les CPE, c'est souvent des milieux que non seulement qui sont subventionnés, mais il y a la présence, par exemple, de syndicats. Donc, ce qui va arriver, là, c'est qu'au niveau de la protection, hein, si on veut, là, des professionnels, mais on a des avantages à ça. Lorsqu'on arrive dans le privé, hein, puis particulièrement dans le non subventionné, c'est qu'il n'y a pas nécessairement la présence de syndicats. Donc, les employeurs, là aussi, lorsqu'on parle de privé non subventionné, hein, les propriétaires ne sont pas obligés en fait de suivre les échelles salariales. Là. Donc, ça aussi, c'est un enjeu là, qui peut peut-être poser là, certains questionnements pour les personnes qui voudraient peut-être se pencher plus vers est-ce que je m'en vais dans un CPE ou je m'en vais en garderie privée, par exemple, subventionnée ou non subventionnée. OK. OK, parfait. Puis, ouais, c'est ça, mais j'imagine aussi dans les conditions salariales, y a-tu des gros gaps entre un milieu privé versus. En ce moment, j'ai le goût de te dire non, Mordred, parce que les garderies privées non subventionnées ou subventionnées veulent accoter les salaires, les échelles salariales pour que ça soit valorisant. Même qu'en ce moment, il y a des garderies privées, autant subventionnées que non subventionnées, vont offrir des salaires peut-être même supérieurs aux échelles salariales pour justement essayer d'attirer là, euh, des éducateurs et éducatrices à la petite enfance. OK. Puis là, moi, je pose toujours cette question-là à chaque épisode. Parce que je trouve ça vraiment important. Puis c'est aussi pour donner une bonne idée. À quoi ressemble une journée typique de travail en tant qu'éducateur? Donc, évidemment, on peut, je vais le faire de manière très ludique. Là. Mhm. On peut arriver le matin et les enfants peuvent être en période de jeu libre, par exemple. Donc, nous, notre rôle, c'est de les accompagner, de veiller à leurs besoins. Mais évidemment, nous aussi, on peut aller jouer avec eux. Mhm. Hein? Donc, le matin, si ça me tente, à 7h30 du matin, jouer au bloc Lego avec eux, je peux le faire. Hein? J'ai cette possibilité-là. Donc, évidemment, là, on va jouer avec les enfants, on va aussi concevoir des activités et on va faire évidemment les activités de la vie quotidienne avec eux, que ce soit la collation le matin. Ensuite, on va avoir la période de dîner, la période de sieste, parce que les enfants, hein, à bas âge, ben, ils ont une sieste en après-midi. Et ils ont également là, une collation en après-midi. Donc, on va veiller là, au bon déroulement de la journée
tout en concevant, organisant et animant là, des activités qui correspondent un peu aussi à leur développement, parce que ça, c'est quelque chose qui est important. Il y en a qui nous comparent encore là, à des gardiens, gardiennes d'enfants, là, le fameux Mhm. on est des Ouais. gardiens d'enfants, là, comme si on allait à la maison chez les gens, mais il faut savoir que dans la formation, on voit tout ce qui est développement de l'enfant, puis comment intervenir, comment complexifier le jeu des enfants selon leur niveau où ce qu'ils sont rendus. Donc, le développement est super important. Donc, évidemment, dans mon quotidien, il faut aussi que j'observe, hein, voir où est-ce qu'ils sont rendus les enfants, par exemple, au niveau du langage, où est-ce qu'ils sont rendus dans l'apprentissage de la marche Mhm. et de proposer des défis qui sont assez stimulants pour eux pour que ça leur donne le goût finalement de faire les activités. Et ça, au niveau de la préparation, justement, pour quelqu'un qui veut aller travailler dans ce métier-là, est-ce que c'est comparable à un peu le métier d'enseignant? Est-ce que tu prépares tes activités le soir chez vous? Est-ce que ça demande justement du travail un peu en dehors d'un horaire typique? Et j'ai le goût de te dire, ça dépend des garderies et des services de garde là, éducatifs à la petite enfance. Donc, souvent, il va y avoir un temps qui est alloué à l'éducateur ou l'éducatrice pour que il ou elle puisse faire de la planification. Donc, de pouvoir, par exemple, concevoir ses activités. Mais évidemment, avec la pénurie de main-d'œuvre, la réalité, c'est que ce n'est pas toujours le cas en ce Mhm. moment. Mhm. Mais non, c'est ça, mais c'est pour ça aussi que je le mentionne, puis je le demande parce que euh, mon podcast Parlons métier, l'objectif c'est vraiment de parler de la réalité du métier. En fait, le bon, mais le mauvais aussi. Et puis, bon, là, justement, dans ton cas, c'est spécialisé. Fait que j'imagine, tu as parlé d'enfants plus turbulents, on peut parler de difficultés d'apprentissage, de certains troubles. Spécialisé, est-ce que c'est vraiment parce que c'est juste avec ce type de, je voulais dire clientèle, mais de ces types d'enfants-là que tu travailles ou tu sais, c'est vraiment un mélange de toutes sortes de gens, puis il y a quelques personnes qui ont plus de besoins dans le centre ou. En fait, c'est que en ce moment, hein, il y a aussi de plus en plus d'enfants là, qui présentent des besoins particuliers. Donc, l'éducateur spécialisé, en fait, c'est il va y avoir une formation, là, souvent en éducation spécialisée. Donc, on est dans une autre branche, dans un autre domaine. Mais le rôle, ça va être principalement là, d'accompagner les enfants, de veiller justement à s'ils ont des difficultés, mais on va essayer de stimuler ces difficultés-là pour les préparer pour l'école. Mhm. Parce que oui, ça fait partie des tâches là, de l'éducateur, éducatrice en petite enfance, de préparer l'enfant pour l'école, mais parfois il y a des enfants qui ont un certain retard là, comparativement à les autres, puis on veut essayer de les stimuler un petit peu plus, là, leur donner un petit coup là, pour qu'on puisse être prêt pour l'école. Là. Puis, ben justement, tu parles d'école. C'est quoi les groupes d'âge d'enfants dans un. Dans le fond, souvent, ça va être ça va être en fonction de l'âge. Soit il y a la pouponnière, donc ça va être les poupons de parfois 6 mois jusqu'à 18 mois. Et une pouponnière, ça va être un adulte pour 5 enfants. Par la suite, on a les groupes de 18 à 36 mois, donc Ok. 1 an et demi à 3 ans. Puis ça va être un adulte pour 8 enfants. Ensuite, on a les enfants de 3 à 4 ans. Encore une fois, c'est un adulte pour 8 enfants. Et on a aussi les enfants de 4 à 5 ans, qui eux sont un petit peu plus vieux, un petit peu plus autonomes. Donc, c'est un adulte pour 10 enfants. Ok. Donc, ça ressemble à ça, les groupes. Évidemment, il y a certains milieux, en particulier les garderies familiales, hein, les- les milieux familiaux. Où ce que, bon, ben, évidemment, ça va être du multi-âge. Donc, ça va être un groupe, mais il va y avoir différentes tranches d'âge là, des enfants. Ok. Puis, dans le milieu, justement, est-ce que les gens, comment je peux dire, est-ce que c'est spécialisé pour un groupe d'âge en particulier ou le monde, sait si tu peux travailler un an pouponnière, style, puis l'année d'après, tu travailles avec du 3-4, puis ça se promène dans les groupes d'âge un peu comme.
Lorsque tu arrives dans le domaine, évidemment, souvent on va essayer d'aller chercher là où répondre aux besoins hein, du milieu Ouais. finalement. Mais avec l'expérience, on développe hein, un niveau d'aisance, peut-être avec une certaine tranche d'âge. Il y en a qui vont préférer être avec les plus vieux, il y en a qui vont préférer être à la pouponnière avec les jeunes enfants. Donc, c'est vraiment là, propre à chaque personne, mais on finit par développer là, nos préférences. OK. Et justement, ben, on a Marie-Maman qui demandait, parce que tu as mentionné les garderies en milieu familial, ce que tu en penses? Mais en fait, je pense que c'est une bonne alternative là, pour répondre à la demande que en ce moment, les parents, il y en a qui ne savent même pas où envoyer leur enfant. Hein. Mhm. Donc, les milieux familiaux, il y en a des excellents. Hein. Euh, ce qui parfois peut poser problème, c'est que certains milieux familiaux, donc ce que la personne n'a pas nécessairement une grosse formation, hein, un gros bagage là, en petite enfance. Donc, parfois, faut valider. Moi, je dirais, ce qui est important, c'est d'aller voir avec la personne, mais ils ont toujours ce qu'on appelle là, une coordonnateur là, en milieu familiaux, donc une personne ressource qui est présente. Donc, si jamais les parents se posent des questions, ben, euh, il y a tout le temps un coordonnateur là, au-dessus de la personne qui a un milieu familial. Là. OK. Fait que c'est un peu du cas par cas finalement. Il y en a que c'est ça. Il y en a que c'est. Toi, tu peux pas vraiment le dire, mais moi, je vais le dire comme ça. Il y a des milieux familiaux. J'imagine que les personnes sont super dynamiques, intéressées, intéressants, formés, compétents. Puis il y en a d'autres, des fois, que c'est comme, OK, ça fait un petit peu plus dur. C'est moins comme. Un peu comme tout ce qui est. Ça me fait penser aussi tout ce qui était les centres pour personnes âgées. Tu sais, autant qu'il y en avait des centres qu'on a réalisé que, oh boy, OK, ça allait pas bien. Là. Mais qu'il y en Tout a à fait. que. Fait que je comprends. Je comprends. Ah, Euh, je pense que c'est de vérifier, hein. mhm. C'est de vérifier. Puis, moi, il y en a qui me posent souvent la question, mais est-ce que pour un enfant, c'est mieux d'aller en milieu familial ou c'est mieux d'aller, par exemple, dans une plus grosse installation? Je dirais que ça dépend beaucoup des parents puis de ce qu'ils veulent pour leur enfant. Lorsque tu envoies ton enfant, par exemple, dans un milieu familial, puis s'il est tout seul de son âge, ben ça se peut qu'on se dise ouais, est-ce que mon enfant va avoir des interactions sociales avec des enfants de son âge? Donc, il peut y avoir un questionnement là, qui se fait derrière ça, mais je pense que c'est vraiment propre à selon ce que le parent là, désire et ses valeurs aussi. Hein. OK. Fait que ouais. Puis, on a Serling qui demandait, c'est-tu si commun des enfants de 6 mois en garderie? C'est plutôt rare, mais je dirais qu'habituellement, c'est généralement vers 10 mois là, que les enfants vont arriver en pouponnière. Donc, il y a même des services de garde qui n'ont pas de pouponnière. Donc, ça va être seulement à partir de 18 mois parce qu'ils n'ont pas l'aménagement là, nécessaire pour recevoir des poupons. Mais les enfants, il y en a là, que ça peut commencer là, à 6 mois. OK. OK, je comprends. Effectivement, à Serling, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes avec le congé de maternité, dépendant d'une situation à l'autre, souvent vont profiter au maximum, mais c'est sûr que ça arrive des personnes plus carriéristes, on va dire, qu'ils prennent pas les congés au complet ou peu importe les raisons. Là, fait que j'imagine que ça arrive. Mais je sais aussi, je sais pas, parce que certains endroits où c'est bon, tu mets ton fameux nom sur une liste d'attente pour être capable d'avoir un spot. J'imagine que si ton spot est prêt, ben comme tu peux pas dire ouais, ok, mais donne-moi 5 mois avant que je te l'envoie, parce qu'il me le reste, comme tu n'as pas le choix de tout de suite Est-ce que tu l'envoyer veux une journée, expliquer. Tu peux peut-être me l'expliquer. Je vais te raconter la réalité, là, Mordred. Ouais. En fait, c'est ce qu'on appelle la place 05. Donc, c'est tous les parents là, qui veulent accéder au service doivent inscrire leur enfant sur la place 05. Puis, un milieu qui veut combler, par exemple, des places doit passer par cette plateforme-là, donc la place 05. Puis, évidemment, là, il y a certains critères. Donc, si par exemple, tu es dans le secteur, si tu as de la fratrie qui fréquente déjà le milieu, donc ça se peut là, que la liste bouge un petit peu. Mais lorsqu'ils t'appellent
Tu dois prendre la décision rapidement, là, parce que sinon, rapidement, ils vont passer là, au non suivant. Je sais que, il y a un CPE qui a appelé un parent récemment, puis le parent avait 2 heures pour prendre une décision. Donc, Aïe, aïe, ok. ouais, c'était tu décides là, après ça, je passe au suivant. Ah, c'est quand même rough. C'est quand même rough, là, parce que c'est quand même une grosse Ben oui, décision là, là, pour c'est pas des une petite parents. décision là, de choisir l'environnement dans lequel il va faire garder son enfant. Là. C'est un gros vote de confiance, on s'entend là. Mhm. Ce qui m'amène sur une question. Bon, pour faire ce métier-là, justement, c'est sûr et certain que ça te prend des excellentes aptitudes sociales, autant que les enfants, mais avec les parents aussi, j'imagine. Là. Parce que tu dois Euh, dealer avec des parents tous les jours. Là. Tout à fait. La communication avec les parents est primordiale, hein. On veut travailler en collaboration parce que, veut pas, les enfants, on a à cœur leur bien-être. Puis, autant les parents, eux, ils voient pas ce qu'on fait Mhm. dans la journée, mais ils veulent le savoir, hein. Donc, c'est important de relayer l'information. Puis, ce qui se passe dans la journée, ben, on veut être capable de fournir le plus d'informations possible pour que le parent, par la suite, fasse un suivi à la maison. Puis à l'inverse, le parent qui arrive le matin pour déposer son enfant, bien, on veut avoir le plus d'informations possible de comment ça se passe à la maison. Donc, on travaille vraiment là, en collaboration avec le parent. Mhm. Puis aussi, si l'enfant présente des difficultés, mais on va aller savoir là, comment ça se passe à la maison. Est-ce que le parent a des trucs? Qu'est-ce qui fonctionne bien à la maison? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Parce qu'évidemment, ça va outiller l'éducateur, l'éducatrice à la petite enfance, mais à l'inverse, pour le parent, mais de savoir qu'est-ce qui fonctionne bien avec son enfant durant la journée, mais ça peut l'aider lui aussi à la maison à gérer des comportements. Puis, ben, tu sais, je voyais justement un peu dans notre chat en ce moment des personnes qui parlaient de patience, de parents plus difficiles. J'imagine que ça aussi ça fait partie de la réalité du métier de devoir gérer des crises de parents qui, des fois, sont pas nécessairement justifiées. Tout à fait, hein, on est dans un milieu très, très humain. Puis, autant les enfants vivent leurs émotions, apprennent à les gérer, que parfois les parents aussi hein, ont de la difficulté à gérer leurs émotions. Donc, parfois, il faut prendre en considération les émotions du parent pour intervenir. Là, je vois, Mariama, dans le chat, que les parents, on peut utiliser Classe Dojo. En effet, il y a différents outils de communication qui existent. Que ça soit là, maintenant là, avec la techno, que ça soit à petits pas, classe dojo. Donc, ce sont des outils qu'on peut se servir pour envoyer un compte rendu aux parents, mais aussi on peut partager des photos directement aux parents. Fait que l'enfant Ouais. est en train de faire une réalisation durant la journée. L'enfant, il s'investit dans un projet toute la journée. Lui, il a décidé de construire des chemins de fer Ouais. cette journée-là. Il a fait un gros projet. Les chemins de fer faisaient toute la longueur du local. Super fier, ben, on peut le prendre en photo puis l'envoyer directement aux parents. Fait que pour le parent, c'est chouette de voir justement son enfant en action, hein. Ben oui, parce que je veux dire, avant, non. Tu sais, on retourne dans le passé, il n'y avait pas la technologie pour ça. Fait que les parents ne voyaient juste pas ce qui se passait dans la journée. Là. Fait que c'est quand même ça, c'est quand même nice. C'est quand même nice de le faire. Euh, mais tu sais, je reviens, puis j'aime ça gratter là-dedans. Euh, Justement, tu parles des parents, des émotions, mais tu sais, vous aussi, là, vous êtes des humains, puis vous avez des émotions. Fait que j'imagine que c'est ça, tu sais, c'est un peu, je feel que c'est un peu comme tout ce qui est domaine service à clientèle en général. Faut sûrement que tu te gères beaucoup des fois parce que tu dois avoir envie de pogner les nerfs à un moment donné quand quelqu'un te donne de la merde pour rien ou tu sais, ça doit faire partie de la réalité là, de mordre la langue un peu puis d'être comme ok, je dirais pas ce que je pense parce que sinon c'est ma job, c'est moi puis. Tout à fait. Il y a des journées hein, qu'on se lève, Mordred, puis on se lève sur du pied Ouais. gauche. Hein, il y a des journées de même, puis ça fait partie de la réalité. Nous aussi, puis évidemment, moi, je me souviens de certaines journées, j'arrive le matin, puis je suis déjà là, fatigué. Genre, c'est comme, j'aurais le goût d'être tout seul, mais ça fait partie du métier. Mais souvent, lorsqu'on a à cœur la profession, on va avoir quand même une certaine patience avec les enfants. Souvent, je vais plus avoir de la difficulté à tolérer mes collègues que les enfants. Genre, les enfants, ça me dérange pas, je vais les gérer, je vais les tolérer, mais des fois, là, les collègues vont peut-être plus venir gruger ma patience que les enfants.
Ben, parlant de collègues, justement, bon, moi je veux savoir l'écosystème là, d'un centre comme ça. C'est quoi les différents titres, les différents types de positions de personnel, puis comment vous travaillez ensemble dans un centre? Tu as parlé de, exemple, de dîner, collation. Est-ce que c'est l'éducateur qui prépare ça aussi ou il y a du monde qui travaille juste pour faire la nourriture? C'est comment que vous collaborez ensemble, puis c'est qui, quand, comment? Ça ressemble à quoi une équipe dans un centre? Évidemment, en général, hein, il va y avoir la cuisinière qui va être là pour préparer justement les collations puis le dîner. Mais évidemment, si on est en milieu familial, Oui. c'est la personne là, qui va veiller à ça. Mais au niveau des postes, hein, on a les éducateurs. Donc, les éducateurs, les éducatrices, donc, qui sont dévoués, qui ont à leur charge des enfants. On a, dans certains milieux, on a peut-être un éducateur spécialisé qui est présent, donc une personne qui va pouvoir justement appuyer les différents éducateurs et éducatrices, puis qui va pouvoir gérer peut-être certaines situations en un pour un. Si par exemple un enfant est en crise, se met à peut-être lancer des chaises, par exemple, mais l'éducateur spécialisé peut être là pour venir supporter là, le personnel éducateur. On a la responsable en alimentation, donc la cuisinière qui est là, qui est présente, qui va préparer là, tout ce qui est collation, dîner. Ensuite, on a souvent une préposée ou une personne de conciergerie là, qui va justement faire du ménage parce qu'évidemment, lorsqu'on est en présence des enfants, c'est difficile de faire du ménage en même temps. Là. On veut être en présence d'enfants, on veut être là pour eux, veiller à leurs besoins, puis aussi de pouvoir là, complexifier leur jeu. Donc, souvent, on va avoir une personne là, qui va s'occuper de tout ça. Certains milieux ont aussi des aides éducateurs, éducatrices. Donc, un aide, ça va être une personne qui va se promener pour venir peut-être remplacer si quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes, d'aller chercher des crayons, des papiers, des petites affaires. Donc, qui va pouvoir remplacer pour justement faire de la planification. Donc, on a ce rôle, ce poste-là. Il y a aussi le poste de conseiller pédagogique que maintenant on appelle l'agent de conseil en soutien pédagogique et technique, si ma mémoire est bonne. Cette personne-là va venir soutenir les éducateurs, les éducatrices, mais sur le plan pédagogique. OK. Donc, comment est-ce qu'une personne pourrait renforcer ses activités? Donc, ou si un enfant a des besoins particuliers, comment est-ce qu'on peut le soutenir dans son développement? Donc, comment est-ce qu'on peut accompagner les éducateurs, les éducatrices sur le plan pédagogique. Après ça, évidemment, on a tout ce qui est la direction, donc directeur, directrice, la direction adjointe. Puis on a parfois une comptable ou un comptable qui va être là pour faire l'état des finances, par exemple, dans un CPE. OK. Fait que en gros, là, je pense que ça ressemble à ça l'équipe. Puis évidemment, tout le monde veut travailler en collaboration. Hein. Ouais, c'est clair. Puis dans les tâches, c'est comme justement, tu mentionnais, bon, tu avais quelqu'un qui s'occupait de la cuisine, spécialement dans le CPE, exemple. Est-ce que cette personne-là, c'est elle qui est au courant des allergies, on va dire, ou c'est les éducateurs qui rappellent, hey, là, il y a tel enfant, lui, il faut que je donne telle affaire, il peut pas prendre telle affaire. C'est qui a comme cette charge-là de savoir un peu, puis, ben, j'imagine, en tant qu'éducateur, il faut quand même être au courant s'il y a des allergies, là, pour pouvoir pouvoir réagir sur quelque chose, mais est-ce que, tu sais, c'est une communication à chaque jour, ou à un moment donné, comment ça fonctionne un peu? C'est de la communication en continu, Mondred. Puis oui, la personne qui est dans la cuisine a une photo, par exemple, puis va suivre là, les enfants qui ont des allergies. Mais dans les locaux, hein, il va également y avoir la photo des enfants qui ont des allergies avec leurs allergies. Parce qu'imagine, une journée, il y a une remplaçante, puis si elle ne le sait pas qu'un des enfants est allergique, ben, il pourrait y arriver un accident. Là. Ouais. Donc, on veut que la communication se propage. Donc, souvent, là, dans tous les locaux, il va y avoir une face avec la photo de l'enfant ainsi que ses allergies. Je reviens parce que tu as parlé de comptabilité, fait que je vais y aller avec une question financière, justement. Ça ressemble à quoi une fourchette salariale d'un éducateur? Pour les éducateurs formés qualifiés en petite enfance, c'est de 20 dollars
si je me souviens bien, à 30 $ de l'heure. OK. Donc, c'est pas énorme, hein, pour la profession. Donc, en ce moment, hein, les gens continuent de se battre pour que justement là, les salaires soient bonifiés. Je sais qu'il y a eu une augmentation là, il y a 2 ans, mais somme toute, là, c'est encore, selon moi, un petit peu sous-payé, là. Mhm. On le fait souvent par amour, par la profession. Parce que si je prends les éducateurs, les éducatrices qui sont non formés, donc qui ne sont pas qualifiés, mais qui sont là, on va parler de, je pense, que c'est 19 $ de l'heure à 26 $ de l'heure, là. Il n'y a pas de Donc, grande différence, finalement, entre formé et pas il n'y a formé. pas beaucoup de différence, exactement. Ouais, Exactement. clairement qu'il y a quelque chose à corriger là. Mais ouais, c'est ça que j'allais dire. Fait, tu sais, dans le fond, puis la raison pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est important. Puis je pense que des métiers comme ça, c'est quand on pense à l'enseignement, entre autres, ou des trucs comme ça. Parce que, bon, c'est des métiers que je trouve que les salaires sont pas assez élevés pour ce qui est demandé, puis c'est l'importance que ça a. Mais ça en prend, hein, pareil, parce que si tout le monde décide de pas le faire, on fonctionnerait pas très bien en tant que société. Fait que ça prend vraiment quelqu'un en ce moment, on souhaite que ça change, mais en ce moment, quelqu'un qui se lance là-dedans, faut vraiment qu'ils veulent le faire par passion pour le métier, non pas pour aller chercher un salaire incroyable, mettons. Faut pas que ce soit quelqu'un qui est à l'argent tant que ça, avec ce métier-là, on va dire. En effet, hein, souvent on le fait par passion et non pas pour le salaire, là. J'ai le goût de dire, si c'était une Mhm. question de salaire, je ne serais pas en petite enfance, Mhm. mais je le fais par amour, par la profession. Mais c'est une réalité. J'ose espérer que tous les domaines de l'éducation éventuellement vont peut-être être davantage reconnus Mhm. sur le plan salarial, mais c'est un à suivre. Ouais, un gros à suivre. Puis justement, quand on arrive, on parle de reconnaissance salariale. Moi, j'ai le goût de demander aussi au niveau de la reconnaissance, qui n'est pas un salaire, mais des enfants, l'amour reçu, ça doit quand même aussi être un bon feeling là, de... Tout à fait. Ça fait partie, je pense, des avantages de la profession. Euh, Moi, je me dis, on peut avoir là, une dose quotidienne d'affection. Mhm. Les enfants sont là, sont tout le temps contents de nous voir le matin, sont contents de passer la journée avec nous, de faire les activités qu'on leur propose. Les enfants, hein, ils vont souvent arriver et nous dire merci ou vont parfois nous dire je t'aime. Donc, Ah, c'est souvent très valorisant là, ouais. de se faire dire des compliments. Bon, parfois, ils vont peut-être nous dire qu'on n'est pas gentil parce qu'on ne leur a pas donné ce qu'ils voulaient, mais c'est des cas très isolés, OK? Ouais. Non, mais c'est ça que j'allais demander. Tu sais, en général, j'imagine que bon, il y a une belle dose d'amour qui vous est quand même envoyée. Puis le côté valorisant aussi, j'assume, c'est surtout quand on tombe dans le côté peut-être un peu plus spécialisé, mais quand que l'enfant a certaines, on va dire, lacunes ou des retards sur certains aspects, puis que vous réussissez à débloquer justement avec cet enfant-là à voir des progrès, ça doit être très motivant là, tu sais, pour un éducateur là, de voir que l'enfant il progresse puis que ça marche puis des résultats. Oui, puis les parents sont reconnaissants là, majoritairement parce qu'ils savent qu'on fait notre possible avec les enfants, puis on gère beaucoup. Donc, durant une journée, toutes les petites situations, hein, les conflits, d'avoir un enfant ou deux, souvent les parents trouvent ça déjà, hein, c'est déjà un, deux enfants, je trouve ça difficile. Puis là, nous, on en gère 8 à 10 dans une journée, puis ils sont comme, comment vous faites pour gérer tous ces Ouais, enfants-là? ouais, ouais. Donc, souvent, les parents sont super reconnaissants là, qu'on veille au bien-être de leur enfant. Ben, ça m'amène aussi, tu vois, je revire ça, mais à l'envers, dans le côté, je vais dire négatif, mais est-ce que c'est un peu comme des enseignants où ce que des fois vous devez vivre un mini deuil de départ, tu sais, après un certain temps, tu t'attaches à l'enfant, je sais pas s'il est là un an, quelque chose, puis après ça, il quitte justement parce que, bon, il vieillit, il quitte ton groupe ou il s'en va à l'école ou peu importe. Tu sais, comme les enseignants, après un an avec les élèves, tout ça, il doit toujours avoir
ah, il était donc bien fin, il était le fun, ce kid-là, ou puis là, ben, c'est sûr, ben, tu move on, puis t'as un autre groupe qui est là, puis ça continue, mais ça doit quand même faire un petit quelque chose, là. Euh, Quand on passe toute l'année avec eux, à la fin de l'année, comme en enseignement, je dirais, là, ça fait tout un petit pincement au cœur de les voir partir, mais évidemment, ils s'en vont parce que ça fait partie Ouais. du cheminement, hein, ça fait partie de leur progression à eux. Mais c'est surtout tout un petit pincement de cœur à la fin de l'année. Mais c'est pour le mieux, hein, parce que les enfants, ben, on bénéficie toute l'année de notre présence. Donc, parfois, ils s'en vont pour l'école. Donc, pour eux, on les a préparés. On est comme leur mentor de les avoir préparés pour Ouais. l'école. Puis à l'inverse, ben, si l'enfant il monte par exemple d'une année, mais au service de garde, on va continuer à les voir quand même. Donc, si par exemple, je suis à la pouponnière, ben, je vais continuer de voir l'enfant là, au service de garde. OK. Et ben oui, mais c'est ça, c'est quand même beau, puis c'est noble aussi, je file, parce que veut pas, exemple, quelqu'un qui va être, bon, on prend la pouponnière en exemple, bon, ben, force est d'admettre que probablement que cet enfant-là va oublier pas mal tout son séjour là-bas du au bas âge, là, en vieillissant. Oui. Versus, c'est quand t'es à l'école, mettons, un peu plus vieux, ben, tu gardes des souvenirs, là, ta mémoire est un petit peu plus développée. Là. Mais c'est ça, c'est important. Tu sais quand même que tu as fait une différence potentiellement dans la vie de quelqu'un. Euh, et puis, parlant de ça, justement, de mémoire développée puis d'enfants, moi, je me posais la question parce que, bon, tu sais, on dit toujours des enfants, c'est des éponges, là. Ça, tu sais, c'est très vite là, à quel point ils peuvent absorber beaucoup d'informations. Puis à un moment donné, on devient plus vieux, puis c'est plus dur de changer ou d'apprendre des choses, on va dire. Mais à quel point vous le voyez, ça, dans votre quotidien, que la vitesse d'apprentissage ou d'absorber des concepts qui peuvent paraître simples pour des grands puis des adultes, parce que ça fait des années qu'ils le maîtrisent, mais qu'en théorie, ce n'est pas si simple que ça d'apprendre ces concepts-là de la vie ou de ces manières-là de réfléchir. Les enfants observent beaucoup, expérimentent beaucoup, ils entendent beaucoup aussi. Moi, des fois, ça me fascine. Là, les enfants arrivent puis vont me dire ah, ça, c'est un diplodocus. Puis là, on est comme OK, on est dans. Clairement que c'est très spécifique. Hein? Tu as 3 ans et que tu me nommes un diplodocus. Mais les enfants apprennent beaucoup. Mais moi, Mhm. j'aime comparer. Puis en fait, c'est une de mes anciennes bosses qui nous fait comparer, là. L'enfant, hein, son cerveau, là, pensait à c'est une grosse aimant. Ben, toutes les connaissances, là, c'est comme si on laissait tomber des petits aimants. Ben, si on les fait tomber là, à la bonne place, ben, ça va prendre de l'expansion rapidement, hein, parce que ces connaissances-là vont venir se greffer là, à son cerveau. Donc, l'enfant apprend rapidement. Hein. Donc, on veut que les apprentissages, finalement, se greffent là, à son cerveau, à son petit cerveau. Hein. Donc, euh, l'enfant progresse rapidement. Hein. Puis parfois, 2 mois, hein, puis l'enfant a changé complètement. Parce que à bas âge, le développement, c'est très, très rapide. Là. L'apprentissage Ouais. de la marche, ah ouais, let's go, on bouge, la propreté, apprendre à manger avec une fourchette, avec une cuillère. Donc, tout se fait très rapidement à cet âge-là. Puis, justement, tu mentionnes, bon, tu sais, c'est faux, la précision d'apprendre des choses, c'est important. Un peu comme des parents, j'imagine, mais est-ce que ça vient aussi avec un petit stress tu veux pas l'échapper, là, tu sais, de faire une gaffe, entre guillemets, ou tu sais que tu as un rôle important que, bon, ben, tu veux pas. Autant tu peux y apprendre des choses, autant que tu es quelqu'un qui a un impact significatif, qui a une erreur ou quelque chose de mal fait peut aussi avoir un impact, là, j'imagine, négatif sur l'enfant. Tout à fait, hein, il y a ce souci-là de vouloir le mieux pour l'enfant. Hein. Parce qu'évidemment, je pense en tant qu'être humain, hein, on a tous des images de lorsqu'on était jeune. Hein. Moi, c'est comme j'appelle les petites mémoires là, qu'on voit, qu'on se souvient. Hein. On a des images positives, puis on a des images négatives. Ouais. Puis évidemment, on veut pas contribuer à ces images Non. négatives-là, donc on veut instaurer justement des images positives à l'enfant. Donc, c'est ça. Puis, ben, quand tu arrives, justement, bon, on parlait des images positives, négatives, soit c'est une chose. Euh, est-ce que
Est-ce que ça arrive souvent dans un centre, exemple, soit que des situations de conflit avec les parents ou ce que un enfant va se faire retirer, exemple, par choix du parent, puis c'est pas nécessairement de la faute à personne, mais là, vous êtes pris. Est-ce que ça arrive souvent, puis est-ce que dans ces cas-là, il y a un petit côté justement que l'éducateur a une petite crotte sous le cœur parce que il sait pas trop où c'est qu'il va se ramasser l'enfant après. Je dirais que il y a différentes réalités. Mhm. Dans les CPE, bien évidemment, vu que les parents payent une place à contribution réduite, hein, donc c'est souvent des places 10 piastres par jour par enfant. Donc souvent, les enfants vont rester dans le CPE. C'est très rare qu'un parent va retirer son enfant d'un CPE. À l'inverse, lorsqu'un enfant est dans une garderie privée non subventionnée, puis que le parent doit payer 60-70 $ par jour, puis qu'il n'y a pas nécessairement les moyens de sortir cet argent-là à chaque 2 semaines, ben, probablement que dès qu'il a une place en CPE, le parent va retirer l'enfant, puis c'est peut-être rien contre l'éducateur ou Mhm. l'éducatrice, mais il veut le retirer parce que, bon, le parent pense aussi à ses finances à lui personnelles, puis Oh c'est ouais, correct c'est comme normal, ça. là. Donc, ça peut faire parfois des départs. Je dirais que ça peut arriver fréquemment. Mais des enfants qui sont retirés par les parents parce que le parent est non satisfait, ça va arriver plus rarement, là. J'en entends parler dans les milieux familiaux, Mhm. parce qu'évidemment, les milieux familiaux, si ça ne clique pas avec les personnels éducateurs, ben, tu sais que ton enfant va être peut-être pogné avec la même personne pendant plusieurs années. Alors, à ce moment-là, le parent, ça se peut qu'il ressorte l'enfant. Mais dans un CPE ou dans un service de garde en installation, donc il y a beaucoup de groupes, bien évidemment, le parent, il se dit ouais, mais il y a d'autres éducateurs, éducatrices aussi, mon enfant peut terminer l'année, puis après ça, il va être avec quelqu'un d'autre. Ouais. Ben, ouais, ok, mais parlant de ça, là, j'ai encore, moi, c'est le même, j'ai des flashs, là, j'écoute, tu me parles, puis ça me fait cliquer, je remonte, mettons, à moi. Moi, je peux aller dans les, j'ai pas eu de service de garde quand j'étais jeune. C'était le classique grand-maman, la voisine et compagnie. Puis, je me rappelle souvent quand j'ai des discussions plus tard, il y avait tout le temps un peu des écoles de pensée différentes là-dessus. Puis tu en avais justement qui favorisaient pour le développement social, tu sais, d'aller dans un milieu parce que là, ben, tu sors, t'es pas dans ta famille, tu rencontres des inconnus pour, tu sais, tu as cette opportunité-là. Est-ce que tu penses justement que, bon, dans les points positifs pour les enfants, c'est effectivement un gros ajout pour son développement d'interaction sociale, on va dire, d'aller dans un milieu de garderie versus. Définitivement que si l'enfant n'a pas accès là, d'avoir de voir d'autres enfants du même âge que lui Mhm. à la maison, ça peut être ça peut l'amener là, ça peut être positif pour l'enfant. Tout simplement de développer les habiletés sociales, d'apprendre à coopérer avec un autre enfant, de partager, hein, le partage. Bien évidemment, si on est tout seul chez grand-maman, grand-papa, euh, c'est plus difficile de travailler le partage. Ouais, moi Lorsqu'on est j'aime pas dans ça un partager. Mais dans un service de garde, bien évidemment, les enfants doivent partager, oui, les jeux, mais aussi doivent partager l'espace. Et ça peut aussi être un défi pour les enfants là, de bas âge. Ouais, j'imagine, parce que bon, ils doivent être quand même pas pires dans leur bulle par moment aussi, là, les enfants, j'imagine. Là. Fait que. Pas Oui, toujours. exact. Les enfants ont besoin de leur espace à eux. Puis parfois, ben si hein, des fois on est coincé dans un local, il y a beaucoup d'enfants, on le ressent, là, les enfants, ils commencent à s'organiser par eux-mêmes, puis ils ont besoin de bouger, puis ils ont besoin de sortir pour justement que leur bulle hein, soit respectée. Hein. Est-ce que ça arrive souvent? Tantôt, tu parlais, bon, des fois, que ce soit, bon, une famille, exemple, a trois enfants. Ça arrive-tu très souvent que les trois passent par le même centre? Parce que, bon, la personne, elle a aimé la première fois, puis la deuxième fois, elle envoie le frère, la soeur, peu importe, par la suite. C'est très fréquent. Ouais. Pourquoi? Parce que, bon, il y a le côté pratique, hein, en voiture le matin, d'aller porter 3 enfants à 3 endroits différents. Ça peut peut-être être pénible pour le parent. Donc, de pouvoir aller porter les 3 enfants au même endroit, souvent, c'est plus pratique pour le parent.
Ouais, ouais, on aime ça que ce soit plus pratique. Puis, ben, tu mentionnais quand la personne s'est inscrite finalement sur la liste 05 que, de ce que je comprends, il y aura une priorité s'il y a déjà un enfant Oui, au centre. exact. Exact. Donc, on, souvent, là, lors des inscriptions sur la place 05, il va y avoir un classement qui va se faire en fonction de certains critères. Donc, si par exemple, c'est la fratrie ou même l'enfant d'un éducateur, d'une éducatrice, donc même s'il n'y a pas de fratrie, si tu travailles dans le milieu, ben, puis tu as des enfants, ben, tu vas avoir un accès prioritaire hein, sur les enfants qui proviennent de l'extérieur. Puis après ça, ben, on va prioriser la fratrie, on va prioriser les enfants du voisinage, là, du quartier. Puis après ça, ça va être les enfants là, de l'extérieur. OK. OK. Euh, bon, j'en profite pour rappeler aux gens dans le chat sur Twitch de ne pas hésiter si vous avez des questions à les poser pendant le direct. On va les prendre. Moi, j'aimerais, parce qu'on a parlé d'avantages, on a parlé d'inconvénients, mais j'aimerais que par toi-même, s'il y en a qu'on n'a pas mentionné de ton côté, de ton point de vue, mettons neutre sur ta propre profession, que tu te dis ça serait important pour quelqu'un qui veut se lancer dans ce milieu-là, de savoir ça c'est quand même nice, mais ça peut être un irritant. Ça serait quoi? Je pense que les inconvénients, on en a déjà parlé. Ouais. Puis dans un but de promouvoir un petit peu la promotion, je vais aller avec des avantages que j'aime bien. Le premier, c'est l'horaire hein, typique du lundi au vendredi. Il y en a qui aiment ça, de travailler du lundi au vendredi, de ne pas travailler de soir, de fin de semaine. Mais en petite enfance, on peut aussi, dans plusieurs milieux, travailler 4 jours semaine. OK? On fait des journées un petit peu plus longues, mais on peut avoir là, 3 journées de congé durant la semaine. Donc, ce qui peut parfois être agréable là, si par exemple on a le goût d'avoir une fin de semaine de 3 jours. OK. Donc, il y a cet avantage-là. On a parlé de changer la vie des enfants un petit peu, de la dose d'affection. Il y a le fait que je peux jouer tout simplement. Hein, Mhm. lorsqu'on on aime les jeux, hein, je ne vous cacherai pas que j'aime les jeux. De pouvoir jouer au Lego, de pouvoir dessiner avec les enfants, de participer à leurs jeux, moi je trippe. Là. Donc de pouvoir construire avec eux, de pouvoir parfois incarner des personnages, dire euh, j'ai le goût de faire des folies ce matin, ben, les Mhm. enfants vont embarquer. Donc c'est très très agréable et ludique. Je dirais J'ose. aussi que le fait... Comment? Vas-y, vas-y. OK. Je dirais aussi que le côté, on peut aller à l'extérieur là, souvent, hein, de jouer dehors, de profiter du soleil. C'est pas tous les métiers qui peuvent profiter du soleil durant la journée. Non. Ce qui est le fun, c'est que si la température, c'est de la boîte, ben, on peut rester à l'intérieur puis pas trop sortir dehors. Le Donc, meilleur des on deux peut, mondes. le meilleur des deux mondes, en effet. Donc, on n'est pas forcé à toujours travailler dehors et vivre les inconvénients de travailler à moins 40 ressentis. Puis, à l'inverse, mais quand il fait beau, je peux profiter du soleil à l'extérieur avec les enfants. J'ose croire aussi que les journées doivent passer assez vite. Les journées passent très rapidement. Oui, Ouais, parce que c'est tu es très quand vite. même très sollicité, là. Fait que j'imagine que t'as pas vraiment le temps de. T'as pas le choix de regarder l'heure pour savoir quand c'est le dîner, des affaires comme ça, mais ça reste que tu dois cligner des yeux, puis il y a une heure qui vient de passer, là. Tout à fait. Le seul moment où ce que c'est plus tranquille, c'est pendant la sieste des enfants, mais souvent, ce moment-là, on va s'en servir pour, bon, OK, est-ce que j'ai des observations à noter? Est-ce que j'ai des messages à envoyer aux parents? Donc, est-ce que j'ai du petit ménage vite fait à faire, un petit peu de désinfection, un petit peu de ramasse? Donc, on va se servir de ce moment-là pour répondre à nos autres besoins, là, à nos autres tâches. Mais somme toute, là, la journée est très mouvementée. Là. Ouais. Ça n'arrête pas, mais c'est le fun parce que c'est stimulant. Hein. Puis le fait que les journées passent vite, on, c'est valorisant. Hein. C'est pas un je me tourne les pouces, puis Ouais. je trouve ça long. Donc on arrive à la fin de la journée, puis les enfants partent déjà, puis on est comme bon, ben la journée vient de se terminer.
Ouais, ben non, mais c'est un point positif, certainement, là, quand tes journées passent vite versus un travail qui peut être des fois plus répétitif ou long. Ça peut être c'est un petit peu plus agréable, mettons, d'arriver vite à la maison le soir, puis comment ça a déjà passé. Madame Redzel qui te demande, ça c'est personnel à toi, c'est pas en lien avec le métier, mais c'est quoi ton groupe d'âge préféré, justement? Euh, Je dirais que le groupe des 4-5 ans, moi j'aime beaucoup ça parce que les enfants, bon, on est beaucoup dans les défis de résolution de conflits, hein, d'interaction avec les autres. Donc, moi je suis peut-être je suis peut-être sadique, là, excusez-moi le mot, mais j'aime ça gérer des enfants, de gérer des comportements là, qui sont difficiles. Ouais. Donc, de gérer des interactions sociales, j'aime beaucoup ça. Donc, je dirais 4-5 ans, j'aime ça. Puis, à cet âge-là, je peux intégrer tranquillement des jeux de société avec eux. Puis, j'aime beaucoup les jeux, donc voilà. Ouais, ça fait du sens. Ça fait du sens. Personnellement, me connaissant, si j'avais exercé ce métier, je pense que ça aurait probablement été mon groupe aussi, parce que je suis très joueur dans la vie. Là, fait que c'est sûr que tu peux pousser le jeu un peu plus loin à 4-5 qu'à 2, là, mettons, on s'entend. Ah oui, exactement. Puis, les enfants, parfois, ils vont se faire des scénarios beaucoup plus complexes là, à 4-5 ans. Ils vont, par exemple, le coin cuisine va devenir finalement un restaurant. Il y a un enfant qui va sortir une nappe, on va prendre une doudou pour se faire une nappe, on va sortir des ustensiles, l'enfant va se faire un scénario ce que tu peux aller commander, puis que là, à la fin, il faut que tu payes. Donc là, avec quoi tu vas payer? Puis là, ben, si l'enfant n'est pas content de ce que tu lui donnes, il va te le dire, il va dire non, ça, c'est pas. Ça, ça, c'est pas pour payer. Donc, on rentre dans leur univers, puis en effet, les plus vieux, là, on peut complexifier le jeu davantage. Ah, c'est quand même cute, ça. Ben justement, ben, tu me fais penser, n'hésite pas si jamais tu as comme d'autres, ben je vais dire, anecdotes-ish sur des choses qui peuvent arriver, qui peuvent être soit funny ou peu importe, ça peut être intéressant de les entendre. Puis sinon, ma question, ça c'est une autre question que je pose toujours. On en a parlé tantôt, mais ben on en a parlé tantôt. On en a parlé tout le long aussi du podcast, mais pour faire un petit résumé pour les gens qui arrivent vers la fin de l'épisode, pour avoir une espèce de recap un peu du métier. Je suis quelqu'un dans la vie qui décide, je veux me réorienter et faire le métier d'éducateur spécialisé. Qu'est-ce que, selon toi, ça me prend pour être un bon éducateur spécialisé? Éducateur à l'enfance. Excuse-moi, Je vais- à l'enfance. J'ai dit C'est correct. spécialisé. Mais je vais faire du pouce en fait sur les différentes tâches, hein. On a trois grands rôles en petite enfance. Le premier rôle, c'est évidemment de gérer tout ce qui est les soins de base, Mhm. donc de l'enfant. Donc, Oh, de veiller là, au bon déroulement de la journée, que leurs besoins soient répondus. Donc, ça, évidemment, c'est la première, là, le premier mandat. Mais ensuite, on a ce qu'on appelle le mandat éducatif. Donc, tout ce qui est de concevoir, d'animer des activités qui est adapté à leur développement, mais aussi à leur intérêt. Puis finalement, on a aussi je dirais, un mandat préventif, donc de prévenir hein, les difficultés, puis de préparer les enfants pour l'école. Donc, en gros, là, c'est ça la profession. Donc, c'est c'est plus qu'un gardien et une gardienne d'enfants, là, je vous mhm. dirais. Donc, c'est beaucoup plus que ça. Donc, on fait pas juste s'occuper des besoins des enfants. On ne fait pas juste changer des couches, on ne fait pas juste jouer. Donc, c'est vraiment beaucoup de tâches. Donc, ça vient chercher beaucoup de compétences. Hein, lorsque, par exemple, l'enfant se fait mal, mais il faut être capable de subvenir là, à l'enfant puis de dire, bon, ben, quelle stratégie, quelle technique j'utilise pour veiller là, à ses soins. Donc, si par exemple l'enfant il saigne, ben, il faut que je sois capable de gérer un pansement. Il faut que je sois Ouais. capable de gérer l'enfant qui a une blessure. Donc, il y a beaucoup de compétences qui sont demandées parce qu'on a à jouer plusieurs rôles. Moi, tantôt, tu parlais d'anecdotes. Moi, des fois, souvent, je me fais appeler papa par l'enfant. Souvent, les enfants vont se tromper. Des fois, ils vont nous appeler papa ou maman.
parce que pour eux, on est une figure très significative. Donc, Mhm. on a un grand rôle à jouer pour eux. Puis, à la différence des parents, tu sais, les enfants, là, souvent, c'est les premiers à être envoyés le matin. C'est souvent les derniers à être récupérés à la fin de la journée. Fait que les enfants, ils passent souvent des 10 heures par jour. Ben, 10 heures au bout de la semaine, l'enfant, s'il a passé 50 heures dans le milieu, c'est en plus de temps que nous lorsqu'on travaille, Mhm. donc ou que les enfants qui vont à l'école. Donc l'enfant, là, pour son âge, ça peut être beaucoup de temps dans sa semaine. Ben oui. Puis c'est du temps de qualité. Donc ça fait en sorte que ben on devient là, une personne significative pour l'enfant. Et ben oui, non, ben non, c'est sûr et certain, comme tu dis, 50 heures, c'est énorme comme nombre d'heures à passer. Là. C'est pratiquement si t'enlèverais la fin de semaine, puis encore là, ça doit être proche d'équivalent de ce qui passe à la maison avec leurs parents finalement, là, ou même plus des fois. Là. Fait que ouais, ok, très intéressant. Euh, Bon, là, on a parlé de ça. Tu as fait un beau recap de ce que ça prenait justement pour faire le métier. Je t'en remercie beaucoup parce que c'est ça, j'aime ça, toujours faire ça vers la fin pour être capable d'avoir une bonne idée là, pour quelqu'un qui écoute là, à travers. On se promène beaucoup à gauche, à droite dans les discussions, mais à la fin, faire un petit résumé un peu là, de ce que ça prend, quelqu'un qui veut s'enligner là-dedans. Et puis, sinon, justement, un coup que tu es éducateur, là, bon, ben, dans ton cas, tu as commencé à faire l'enseignement, tu avais parlé de coordonnateur, les possibilités au niveau de la carrière d'évoluer dans le rôle, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu peux Euh, faire pour évoluer dans ce rôle-là ou Moi, je dirais qu'on peut poursuivre on peut toujours continuer à se former. Mais évidemment, là, à part, souvent, ça va être un rôle de conseiller pédagogique, ça va être un rôle au niveau de la direction. Ça peut être comme moi, de devenir par la suite enseignant là, au niveau collégial pour veiller là, à l'épanouissement de la profession. Mais c'est sûr que les possibilités ne sont pas infinies, mais si on a la motivation de vouloir je dirais, se perfectionner, hein, d'aller de croître sur le plan professionnel, il y a des possibilités. OK. Parfait. Mais écoute, je ne sais pas s'il y a une dernière question dans le chat qui veut venir. Sinon, moi, ça l'a pas mal fait le tour sommairement des questions que j'avais. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis, je suis certain pour ceux qui vont vouloir écouter là, les rediffusions, je le rappelle, elles seront disponibles en highlight sur Twitch, en vidéo sur YouTube aussi et en audio sur Amazon Music et Spotify. Donc, n'hésitez pas là, à aller écouter, à aller suivre sur les autres réseaux pour encourager puis donner de la visibilité au projet en général. Puis on a Madame Bretzel qui pose la fameuse question as-tu pratiqué seulement en CPA? As-tu pratiqué seulement en CPE? Non, j'ai été aussi en garderie là, privée non subventionnée. Mais si je peux faire du pouce là, au niveau de la profession, au niveau du portrait, en ce moment, hein, on parle de. Puis là, je passe du coq à l'âne, là, vous allez Mhm. me dire. Mais je veux quand même plugger l'information. En ce moment, il y a 0,6% des personnes qui travaillent en petite enfance que c'est des hommes. Donc, la place des hommes, là, si ça vous intéresse, venez. Donc, ça en prend des 0,6. hommes. Oui. Donc, 0,6% du personnel, ce sont des hommes. Donc, 99,4% ce sont des femmes. Donc, il y a une grosse différence. Je fais partie de ce qu'on appelle la rareté. Ben oui, Puis non, mais tu sais, pourtant, je veux dire, j'assumais effectivement que la majorité allait être des femmes, mais 0,6, je suis comme un peu en choc, on dirait. C'est vraiment une grosse différence, là. donc il y a une grosse différence. Puis, c'est très peu là, au niveau de la profession. Puis en plus, la présence des hommes, ça a un impact parce que c'est démontré de plus en plus que la présence des hommes fait en sorte que les enfants présentent moins de comportements perturbateurs, problématiques.
Autant la présence des femmes fait en sorte que les enfants ont des meilleures habiletés sociales, c'est ce qu'on s'est rendu compte. Puis à l'inverse, avec la présence des hommes, c'est qu'il y a moins de comportements perturbateurs. Donc on veut aller chercher cet équilibre-là. Puis les enfants ont besoin d'avoir une figure masculine, une figure féminine là, comme modèle. Je pense que c'est important. Donc si vous êtes un homme et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire le pas. Nice, cool. Ben, merci beaucoup pour ce super podcast. Ça a été super pertinent, intéressant. Puis j'ai vu aussi dans le chat Commando Patate, justement, qui va bientôt être papa. Fait que je suis certain qu'il a trouvé ça intéressant d'écouter la conversation parce qu'il va dealer avec, avec tout ça très bientôt. Un gros merci encore d'avoir accepté mon invitation, d'être venu de participer sur le podcast Parlons Métier. Et puis, ce fut fort intéressant. Je te souhaite un excellent week-end. Puis, un gros, gros, gros merci. Merci à toi, Mondrum, de m'avoir accueilli. Donc, ça m'a fait plaisir. Parfait. Bonne fin de journée. Merci, bye bye.